Le MH-47 Chinook fendait le blizzard comme un oiseau blessé. Ses deux rotors brassèrent les flocons de neige en nappe horizontale de blanc, à l'intérieur de la soute. 12 opérateurs du SEAL Team 7 étaient assis dans un silence discipliné, leurs visages dissimulés derrière des cagoules et des supports de vision nocturne. Le thermomètre indiquait 18 degrés, mais avec le facteur vent, la sensation était plus proche de 30 degrés. Le commandant Blake appuya son doigt ganté sur l'écran tactique, traçant le point d'insertion avec une précision exercée. Le briefing de la mission avait été clair. Extraire le diplomate Richard Harmon d'un complexe taliban dans les montagnes de l'Inde du Kush, les renseignements estimaient entre 15 et 20 hostiles. Les images thermiques racontaient une autre histoire. « Monsieur, je compte au moins 40 signatures thermiques », rapporta le lieutenant Chen, sa voix crépitant dans les communications internes. « Ça ne correspond pas au dossier de renseignement ?» La mâchoire de Blake se crispa. 24 heures plus tôt, la veille de Noël, ils avaient reçu l'information que Harmon avait été déplacé de Kaboul vers cet endroit reculé. La fenêtre pour l'extraction se refermait rapidement. Demain, les talibans le relocaliseraient à nouveau, peut-être de l'autre côté de la frontière pakistanaise, où les forces américaines ne pourraient pas le suivre. Le maître de charge signala 2 minutes avant l'atterrissage. Blake se tourna pour s'adresser à son équipe, puis s'arrêta, assise à l'arrière de la soute, écrasée par un équipement tactique 2 fois trop grand pour elle. Se trouvait une silhouette qui n'avait pas sa place. Ava Reyes ressemblait à une ado qui devrait réviser ses tests d'algèbre. Pas à quelqu'un se préparant à assurer une surveillance pour la force de combat la plus élite au monde. À 15 ans, elle mesurait à peine 1. Chez Saint-Médée, ses cheveux noirs étaient tirés en une tresse serrée sous un bonnet. Le fusil de sniper TAC 338 posé sur ses genoux était presque aussi long qu'elle était grande. « Écoutez-moi », annonça Blake. « Nous avons un soutien à longue portée pour cette opération. Voici Ava Reyes. Prêtée par l'anglais. Elle assurera des tirs de précision depuis des positions élevées. » La réaction fut immédiate. Des rires étouffés parcoururent l'équipe. Le quartier-maître Jackson se pencha vers son partenaire. « Elle a 15 ans. Est-ce que la fille de quelqu'un s'est perdue lors de la journée? Emmenez votre enfant au travail. » Plus de rire. Ava ne broncha pas. Elle avait entendu pire pendant ces 6 mois au centre d'entraînement de la CIA en Virginie. Ses doigts se déplaçaient méthodiquement sur la lunette du fusil, ajustant pour l'altitude et les vitesses de vent prévues. Le TAC 338 était chambréant. Magnum, capable d'engager des cibles au-delà de 1500 mètres. Dans de bonnes mains, la visibilité allait être de 20 mètres maximum. Le quartier-maître Rodriguez marmonna. Qu'est-ce qu'une gamine va repérer que nos thermiques ne peuvent pas? Blake leva la main pour imposer le silence. Bien qu'il partageât leur scepticisme, les ordres venaient d'assez haut dans la chaîne de commandement pour que les questionner ne soit pas une option. Désignation de l'actif. Sierra 7. Spécialité. Tir de précision à très longue portée dans des conditions adverses. Le dossier n'avait pas mentionné son âge. Le Chinook tangua en descendant les derniers 300 mm. Eva vérifia son équipement une dernière fois, télémètre, anémomètre, calculateur balistique et un petit miroir à main glissé dans la poche de sa poitrine. Le miroir était rayé et plié à un coin, clairement ancien, un cadeau d'une autre époque. 30 secondes, cria le maître de charge. Les cils se levèrent. Armes prêtes! Ava se leva en dernier. Le fusil était sanglé dans son dos, dans un harnais personnalisé qui répartissait le poids sur ses épaules. Elle se dirigea vers la rampe, où neige et obscurité attendaient au-delà. Blake attrapa son épaule alors qu'il se préparait à sortir. « Restez derrière nous. N'engagez pas sans mon autorisation explicite. »« Compris ?» Ava croisa son regard. « Oui, monsieur. » Mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui le déstabilisa. Pas exactement de la défiance, plutôt une certitude tranquille. Le regard de quelqu'un qui en avait déjà trop vu. La rampe s'abaissa. L'équipe s'écoula dans le blanc total. Les bottes crissant sur la neige qui avait enterré la base abandonnée de l'ère soviétique sous zéro. 90 000 de poudreuse. Le moteur du Chinook hurla en s'éloignant. Les laissant dans un silence soudain et profond, Blake signala la formation par geste. Le complexe était à 200 mètres au nord-est, niché contre une paroi rocheuse. Selon les images satellites, la structure principale était un bâtiment en béton de 3 étages, à moitié effondré, avec un labyrinthe de dépendances connectées
Eva se déplaça à l'arrière de la formation, scrutant les positions élevées. La ligne d'arbres à l'ouest offrait des possibilités, mais les angles étaient mauvais. Elle avait besoin de hauteur et de dégagement. Mouvement est 11 heures, murmura Chen dans la radio. L'équipe se figea, à travers la neige qui tombait. Des ombres se déplaçaient près du châssis d'un véhicule calciné. Trop d'ombres. Je compte 6 hostiles. Peut-être plus derrière eux, rapporta Rodriguez. La main d'Eva se posa sur son télémètre. 7 mm. Vent du nord-ouest à 15 km/h. Rafales à 25. Elle calcula la chute balistique dans sa tête, une compétence que son père lui avait inculquée par des sessions d'entraînement interminables. « Monsieur », murmura-t-elle dans sa radio, « demande autorisation d'établir une position de surveillance. »« Négatif », répondit Blake immédiatement. « Maintenez la position. » Les ombres devant se multiplièrent. Ce qui était 6 devint 12, puis 20. Les scopes thermiques les peignaient en nuances de rouge et d'orange contre le paysage blanc. « C'est un piège », marmonna Jackson. « On marche droit dans une embuscade. » « Il avait raison », réalisa Eva. Le complexe n'était pas un lieu de détention, c'était une zone de mort. 3 ans plus tôt, quand Eva avait 12 ans, son père lui avait offert le miroir à main comme cadeau de Noël. Pas pour la vanité, mais pour la survie. Le sergent-chef David Reyes avait été une légende dans la Delta Force, un instructeur de snipers qui avait formé 2 générations d'opérateurs. Sa spécialité était d'enseigner des techniques de tir non conventionnelles, celles qui sauvaient ses vies quand la technologie échouait et que les conditions devenaient hostiles. « Un miroir peut te sauver la vie ?» lui avait-il dit ce matin de Noël au centre d'entraînement en Caroline du Nord. Il peut vérifier les coins, signaler des avions et surtout, tromper un sniper ennemi, leur faire croire qu'ils ont vu le reflet de ta lunette, alors que tu es en réalité 0. 90e à gauche. Ava avait grandi sur des bases militaires, scolarisée à domicile entre les déploiements de son père. Pendant que les autres enfants apprenaient les tables de multiplication, elle apprenait le calcul en 1000. Pendant qu'ils jouaient à des jeux vidéo, elle pratiquait les corrections de dérive et de vent. Ce n'était pas de la maltraitance. David Reyes aimait sa fille complètement. Mais après la mort de sa mère dans un accident de voiture quand Eva avait 7 ans, il avait canalisé son chagrin en la préparant à un monde dangereux. Il lui avait appris à tirer, à penser, à survivre. Le talent venait naturellement. La vue d'Eva était testée à 62 Quar, ce qui signifiait qu'elle voyait à 6 mètres ce que la plupart des gens voyaient à 4 mètres. Sa coordination œil-main la plaçait dans le 99e percentile, mais plus que des dons physiques. Elle possédait une capacité presque surnaturelle à lire le vent et les distances, à sentir les subtiles variations de pression atmosphérique qui affectaient la trajectoire d'une balle. À 13 ans, elle pouvait toucher des cibles à 800 mètres de manière constante. À 14 ans, elle avait étendu cela à 1200 mètres. La CIA avait commencé à s'intéresser à elle. Puis était venu Noël dernier, le 23 décembre précisément. David Reyes assurait une surveillance pour une opération de sauvetage d'otages au Yémen. La mission était censée être simple, extraire un travailleur humanitaire d'un complexe d'Al-Qaïda, mais les renseignements avaient été compromis. Les SEAL étaient tombés dans une embuscade coordonnée. David avait tenu sa position pendant 40 minutes, fournissant un feu de couverture pendant que l'équipe s'extrayait sous un contact lourd. Il avait sauvé 11 vies ce jour-là. Le 12e tir, celui qu'il avait visé, venait d'un sniper qu'il n'avait pas repéré dans le chaos. L'officier de la CIA qui avait annoncé la nouvelle à Eva ne l'avait pas édulcoré. « Votre père est mort en faisant ce qu'il faisait de mieux. Protéger les autres. » Il lui avait aussi fait une offre. L'agence avait besoin de quelqu'un avec ses compétences. Quelqu'un qui pouvait opérer dans des situations où un sniper militaire conventionnel attirerait l'attention. Quelqu'un sous-estimé. Ignoré. Vous pouvez honorer sa mémoire, avait dit l'officier, ou laisser son sacrifice ne rien signifier. Eva avait choisi de l'honorer. 6 mois d'entraînement intensif avaient suivi. Pas les bases. Elle les maîtrisait déjà. Au lieu de cela, il lui avait enseigné l'artisanat du métier, les communications, comment lire les situations tactiques. Les psychologues s'inquiétaient de son âge, mais les opérateurs de terrain qui travaillaient avec elle en sortaient impressionnés. La fille était froide sous pression, méthodique, patiente. Quand l'ordre de mission pour l'Afghanistan était arrivé, Eva s'était portée volontaire immédiatement, pas pour la gloire ou la vengeance,
mais parce que le briefing contenait 3 mots qui lui avaient serré le cœur. Extraction, le jour de Noël. Elle ne laisserait pas une autre équipe perdre quelqu'un à Noël. Pas si elle pouvait l'empêcher. Le souvenir de l'enterrement de son père défila dans son esprit, alors qu'elle était accroupie dans la neige afghane. Le cercueil drapé du drapeau, la salve des fusils, la façon dont l'officier commandant l'avait regardée avec un mélange de pitié et de respect. Votre père disait toujours que vous étiez le meilleur tireur naturel qu'il ait jamais vu, lui avait dit l'officier. Prouvez-le, ce soir. Elle le ferait. L'équipe SEAL avança en formation décalée, armes levées, chaque opérateur couvrant un secteur désigné. La neige étouffait les sons, transformant le monde en un vide blanc assourdi où les menaces pouvaient surgir de n'importe quelle direction. Ava suivait à 20 mètres derrière, ses bottes s'enfonçant dans la poudreuse à chaque pas. À travers sa lunette, elle suivait les signatures thermiques devant. Les nombres ne cessaient de grimper. 30 hostiles maintenant. 40. Ce n'était pas une force de garde. C'était une unité talibane entière, renforcée et en attente. « Commandant » transmit-elle calmement. Les signatures thermiques indiquent un élément de taille compagnie, au moins 60 combattants, peut-être plus dans les bâtiments. La réponse de Blake fut brève. Copier. Maintenez le silence radio sauf pour des renseignements critiques. Traduction. Les adultes s'en occupent. Ava ravala sa frustration. Elle avait vu ce schéma dans les exercices d'entraînement, des opérateurs expérimentés qui ne pouvaient accepter que des renseignements précieux viennent de quelqu'un qui ressemblait à une ado inquiète pour les balles de promo. L'équipe atteignit la première structure, un garage à moitié effondré avec des véhicules rouillés éparpillés autour. Chen et Rodriguez se déplacèrent pour le dégager, tandis que les autres assuraient la sécurité. Le bâtiment était vide. Mais la situation tactique se détériorait. « Monsieur, nous devons reconsidérer l'approche, » dit le lieutenant Patterson. « S'ils ont autant de monde, ils savent que nous arrivons. » Blake étudia son écran tactique, pesant les options, se replier et demander un soutien aérien. Cela prendrait des heures, et Harmon n'en avait peut-être pas. Pousser en avant et risquer de marcher dans une embuscade préparée. Les calculs n'étaient pas favorables. Ava le vit avant tout le monde. À 800 mètres en pente ascendante, à peine visible à travers la chute de neige, une figure se mit en position derrière un mur bas en pierre. La posture était immistakable. Un soldat préparant à épauler une arme. Pas un fusil. Quelque chose de plus lourd. Tireur RPG. Crête nord, transmit-elle urgemment. Au centimètre. 10 est à droite de la structure principale. Je ne vois rien, répondit Jackson. Faites-moi confiance, insista Ava. Il est sur le point de tirer. Blake hésita. La gamine pouvait voir des choses imaginaires. Le temps était affreux. Visibilité presque nulle. Mais quelque chose dans sa voix portait la certitude. Tous les éléments. Trouvez un couvert dur, ordonna-t-il. Les cils se dispersèrent. 3 secondes plus tard, une grenade propulsée par fusée traversa la neige qui tombait, impactant le châssis du véhicule calciné qu'ils utilisaient comme couvert. L'explosion fut massive, envoyant des éclats sifflants dans l'air. « Contact Nord !» cria Chen. Une seconde RPG suivit, puis une troisième. Les talibans avaient révélé leur embuscade, et elle était dévastatrice. Les SEALs étaient cloués contre un mur bas, incapables d'avancer ou de reculer, sans s'exposer au terrain élevé. « Nous devons éliminer ces positions RPG !» cria Blake. « Jackson! Rodriguez !» Feu de suppression. Les 2 opérateurs ouvrirent le feu avec leur HK-416, mais la distance était trop grande pour un tir efficace. La neige avalait leurs traceurs. Eva prit sa décision. Sans attendre l'autorisation, elle rampa bas loin du groupe principal, se dirigeant vers un groupe de pins à 30 mètres à l'ouest. La voix de son père résonna dans sa mémoire. « Parfois, la bonne chose à faire est celle pour laquelle ils te passeront en cour martiale. Mais tu seras vivant pour affronter la cour martiale. » La neige traversa sa veste pendant qu'elle rampait. Le TAC 308 traînait derrière elle, son poids réparti par la sangle. 40 mètres, 50. Les pins se dressaient devant, leurs branches lourdes de neige. Elle se glissa entre 2 troncs, trouvant une dépression naturelle qui offrait à la fois un couvert et une ligne de vue claire sur la crête. La position n'était pas parfaite. Elle était exposée sur son flanc droit, mais elle offrait l'angle dont elle avait besoin. Ava déploya le bipied du fusil, s'installant en position couchée. À travers la lunette, elle acquit la première cible,
Un tireur RPG partiellement dissimulé derrière des pierres empilées, se préparant à tirer à nouveau. Distance 823 minutes. Vent nord-ouest à 20 km. Rafales imprévisibles. Température 20 degrés C. Elle devrait tenir compte de la densité de l'air, de l'effet Coriolis à cette latitude, même du fait que son canon était froid et chaufferait à chaque tir. Les calculs défilèrent dans son esprit en secondes. La mémoire musculaire et l'entraînement se combinant en instinct, elle ajusta les tourelles de la lunette, compensant la chute de la balle et la dérive du vent. Inspire, expire. Trouve la pause respiratoire naturelle. Son doigt prit le jeu de la détente. Le fusil rua contre son épaule, le suppresseur réduisant le rapport à un craquement sec instantanément avalé par le vent et la distance. À travers la lunette, elle vit le tireur RPG s'effondrer. Position RPG à neutraliser. Transmit-elle calmement. Acquérant la seconde cible, le second tireur se précipitait vers son arme. Eva le suivit fluidement, le devançant d'une demi-largeur de corps. Le second tir le toucha à la poitrine supérieure. Il tomba en arrière dans la neige. Position 2 neutralisée. Engagement position 3. La troisième cible était plus difficile. Il avait réalisé que son équipe était sous tir de sniper et s'était jeté derrière le couvert. Ava ne voyait que son coude et une partie de son genou, pas assez pour un tir propre. Elle attendit, respirant lentement, observant. 10 secondes passèrent. Feinte! L'homme bougea, essayant d'obtenir un meilleur angle sur les cils en dessous. Alors qu'il se déplaçait, sa tête émergea au-dessus du mur pour une fraction de seconde. Eva tira. La balle entra par son œil gauche. Toute position RPG neutralisée, rapporta-t-elle. La radio resta silencieuse pendant 3 secondes complètes. Puis la voix de Blake arriva, portant une note d'incrédulité. Sierra 7. Confirmez que vous venez d'éliminer 3 cibles à 800 mètres dans un blizzard. Confirmez, monsieur. La voix est libre. Une autre pause. Puis, tir exceptionnel. Maintenez votre position et assurez la surveillance. Eva se permit un petit sourire. Peut-être commençait-il à comprendre. Les cils avancèrent à nouveau, se déplaçant avec plus de confiance maintenant que la menace immédiate était neutralisée, mais les instincts d'Ava hurlaient des avertissements. Les talibans avaient révélé leur embuscade trop tôt. Des combattants professionnels ne commettaient pas ce genre d'erreur, sauf s'ils avaient un plan de secours. Elle balaya le complexe à travers sa lunette, cherchant ce qu'elle manquait. Le bâtiment principal dominait le centre, ses fenêtres sombres et vides, trop vides. Les signatures thermiques, qu'elle avait vues plus tôt, s'étaient dispersées, se répandant sur les positions de flanc. Ils étaient canalisés. « Commandant, je recommande de maintenir la position. » Transmit-elle. « L'ennemi se repositionne pour une embuscade secondaire. »« Noté, » répondit Blake. Mais l'équipe continua d'avancer. Ils étaient engagés maintenant, trop près de l'objectif pour reculer. Eva déplaça sa visée vers le flanc est où des ombres se mouvaient entre les bâtiments. À travers la lunette, elle distinguait des figures en camouflage hivernal, portant des AK-47 et des mitrailleuses PKM. Ils installaient un feu croisé. Les cils atteignirent le mur extérieur du complexe. Chen posa une charge de brèche sur la porte métallique. 3, 2, 1. L'explosion souffla la porte vers l'intérieur et l'équipe déferla. Immédiatement, des éclairs de museau jaillirent de 3 directions. Les talibans avaient attendu que les cils soient pleinement engagés, puis ouvert le feu depuis des positions préparées. Contact gauche, contact droite. On prend du feu du second étage. La radio se dissolut en chaos contrôlé. Alors que l'équipe engageait de multiples menaces simultanément, Blake avait eu raison de s'inquiéter. Ce n'était pas une situation d'otage. C'était un piège calculé. Et ils étaient tombés dedans. Ava se mit au travail. Sa lunette trouva un mitrailleur sur un toit, balayant le feu à travers la cour où les cils étaient cloués. Distance 645 mm. Elle compensa la distance légèrement plus courte, ajusta pour le vent et tira. Le mitrailleur tomba. Un combattant émergea d'une porte, levant un lance-RPG vers la position des cils. Le second tir d'Ava le toucha avant qu'il ne puisse tirer. La roquette détonna inoffensivement contre le mur derrière lui. Sniper sur la tour nord-est, cria Jackson. Il vient de toucher Martinez. Eva pivota sa lunette vers la tour. Un minaret en ruine qui s'élevait au-dessus du complexe principal. Elle pouvait voir l'éclair de museau, voir le profil du tireur alors qu'il suivait une autre cible. Celui-ci était différent. Sa manière de bouger,
Le rythme délibéré de ses tirs le marquait comme professionnel. Pas comme un milicien taliban, quelqu'un avec une formation formelle. Elle tira, manqua. La balle impacta 15 cm à gauche de son point de visée, le vent ayant changé de manière imprévisible. Le sniper ennemi se jeta immédiatement à terre. Reconnaissant la menace, pendant plusieurs secondes, aucun tireur ne bougea, puis Eva le vit. Un reflet de lumière de sa lunette. Il balayait pour sa position. Elle fouilla dans sa poche de poitrine et sortit le miroir de son père. Le tenant à un angle, elle laissa la faible lumière lunaire attraper sa surface, créant un bref éclat 15 mètres à sa droite. Le sniper ennemi mordit à l'hameçon. Son éclair de museau révéla sa position alors qu'il tirait sur la fausse cible. Ava pressait déjà la détente. Le tir fut parfait, le touchant au centre de masse. Il bascula de la tour. Sniper de la tour éliminé, rapporta-t-elle. Comment va Martinez? Blessure superficielle, répondit Rodriguez. Il vivra grâce à vous. L'échange de tirs continua pendant 10 minutes supplémentaires, mais avec Eva, assurant une surveillance de précision. L'élan changea. Chaque fois qu'un combattant taliban essayait de manœuvrer contre les SEALs, elle était là. Chaque fois qu'il tentait d'établir une position de mitrailleuse, elle la neutralisait. Quand les tirs cessèrent, elle avait tiré 14 cartouches, 12 tués confirmés. La voix de Blake arriva par radio, professionnelle, mais avec un nouveau ton de respect. Sierra 7. Travail exceptionnel. Nous nous déplaçons vers le bâtiment cible. Maintenez la surveillance et signalez toute menace. Copiez, monsieur. Alors que les SEALs bréchèrent la structure principale, Eva les suivait à travers sa lunette, fournissant une couverture d'ange gardien. Ces hommes l'avaient moqué 90 minutes plus tôt. Maintenant, leur vie dépendait de sa précision. Elle ne les laisserait pas tomber. L'équipe SEAL se déplaça à travers le complexe bâtiment par bâtiment, dégageant les pièces avec une efficacité exercée, mais l'attention d'Ava fut attirée par autre chose. À travers sa lunette, elle avait capté un mouvement sur la crête lointaine, une autre position de sniper en train d'être établie. Celle-ci était différente des autres, plus méthodique, plus professionnelle. Commandant, chez une position probable de sniper. Crête nord-ouest, environ 1100 mètres. Transmit-elle. Pouvez-vous neutraliser? Demanda Blake. J'y travaille. La figure distante était à peine visible à travers la neige qui tombait. Eva ne distinguait que le contour le plus vague. Quelqu'un couché derrière une formation rocheuse. Quelque chose de sombre et cylindrique s'étendant en avant. Un fusil, un sérieux. À en juger par sa longueur, elle vérifia son calculateur balistique. Qui insanepater? Dans des conditions parfaites, le TAC 338 pouvait atteindre cette distance de manière fiable, mais ce n'étaient pas des conditions parfaites. Le vent rafalait de manière imprévisible, la neige réduisait la visibilité à presque rien, et elle tirait sur une cible qui savait exactement ce qu'elle faisait. À travers sa lunette, elle vit le fusil du sniper ennemi pivoter, suivant vers la position des SEALs. Il se préparait à tirer. Eva tira la première. Visant haut pour compenser la distance extrême, la balle souleva de la neige 9 mètres avant la cible. L'ennemi changea immédiatement de position. Reconnaissant qu'il était sous tir de contre-sniper, pendant les minutes suivantes, aucun tireur ne put prendre l'avantage. La distance était trop grande, les conditions trop mauvaises. Ava tirait, forçant son adversaire à bouger. Il ripostait, les balles craquant près de sa position. C'était une danse mortelle. 2 professionnels testant les limites, l'un de l'autre. Puis le sniper ennemi fit son mouvement. Il se déplaça vers une nouvelle position avec un meilleur angle sur les SEALs, clairement intending à les engager malgré la menace qu'Eva représentait. Elle ne pouvait pas permettre cela. Eva se souvint des mots de son père d'il y a des années. Quand les tactiques conventionnelles échouent, utilisez-en des non conventionnelles. Un sniper n'est pas juste un tireur. Un sniper est un solveur de problèmes. Elle sortit à nouveau le miroir à main, étudiant le champ de bataille. La lune était cachée derrière les nuages, mais il y avait une lumière ambiante de la neige elle-même, assez pour créer de faibles reflets. Elle ajusta l'angle du miroir, attrapant la lumière et la dirigeant vers un point 6 mètres à sa gauche. Le sniper ennemi vit le reflet. Son fusil pivota vers lui. Eva avait déjà ajusté sa visée. Elle ne tirait pas sur où il était. Elle tirait sur où il serait quand il se tournerait pour engager la fausse cible. Elle retint son souffle, sentant le vent contre son visage. La rafale se calmait. Créant une brève fenêtre d'air plus calme, elle pressa la détente pendant cette fenêtre,
faisant confiance à ses calculs. À ses instincts, la balle voyagea près de 3 secondes avant l'impact, à travers sa lunette. Eva vit le sniper ennemi reculer brusquement, le fusil tombant de ses mains. Cible neutralisée, murmura-t-elle. La radio crépita. Sierra 7. C'était vous qui tiriez à 1100 mètres? C'était Jackson. Sa moquerie antérieure complètement absente de sa voix. Confirmé. Jésus-Christ, marmonna quelqu'un. C'est un tir de niveau compétition dans un blizzard. La voix de Blake coupa. Moins de bavardage. Nous avons localisé l'otage. Préparation à l'extraction. Eva balaya à nouveau le complexe avec sa lunette, vérifiant les menaces supplémentaires. La zone immédiate était claire, mais elle pouvait voir des signatures thermiques dans la vallée en dessous, des renforts montant la montagne. Les talibans n'abandonnaient pas. Monsieur, vous avez environ 15 minutes avant qu'une grande force n'atteigne votre position, rapporta-t-elle. Je compte 30 à 40 hostiles se déplaçant du sud. Compris? Accélération de l'extraction. À travers sa lunette, Eva observa les SEALs émerger du bâtiment principal avec Richard Harmon entre eux. Le diplomate avait l'air mal en point. Contusionné, boitant, mais vivant, l'équipe se déplaça rapidement vers le point d'extraction, une clairière à 200 mètres à l'est, où le Chinook pouvait atterrir. C'est alors que le commandant taliban fit son apparition. Il émergea d'un bunker dissimulé au bord du complexe, flanqué de 2 gardes du corps, mais ce n'était pas lui qu'Eva remarqua en premier, c'était la personne qu'il traînait. Une jeune fille afghane, peut-être 10 ans, clairement terrifiée. « Contact !» Le commandant a un otage, cria Chen. Le leader taliban se positionna derrière la fille, l'utilisant comme bouclier humain pendant qu'il reculait vers la ligne d'arbres. Ses gardes du corps fournissaient un feu de couverture, gardant les cils cloués. « Je n'ai pas de tir. » Radio Jackson. « Il est complètement derrière la fille. » La voix de Blake était sombre. « Nous ne pouvons pas le laisser s'échapper avec cet otage. » Sierra 7. Avez-vous un angle? Ava les suivit à travers sa lunette. Le commandant était intelligent, gardant la fille entre lui et tout tireur potentiel, mais il avait commis une erreur. Pour se déplacer efficacement dans la neige profonde, il devait occasionnellement la décaler sur son côté, plutôt que directement devant. La fenêtre serait minuscule, peut-être une demi-seconde, et elle tirerait à travers des branches de pin qui pouvaient dévier la balle de manière imprévisible. J'ai un tir possible. Transmit Ava. Mais c'est à haut risque. Si je rate ou si la balle dévie, je pourrais toucher la fille. Quel est votre niveau de confiance? Demanda Blake. Eva pensa à son père, aux 11 cils qu'il avait sauvés en prenant un tir, quand il n'était pas certain du résultat, au petit miroir dans sa poche, le dernier cadeau qu'il lui avait donné. « Chez 6%, dit-elle honnêtement. La radio resta silencieuse. 60% signifiait 40% de chance de tuer une enfant innocente. Ce n'étaient pas des odds acceptables. « Retenez votre feu, » ordonna Blake. « Nous le poursuivrons à pied. » Mais Eva observait encore à travers sa lunette. Le commandant taliban se dirigeait vers un ravin qui lui donnerait un couvert. S'il l'atteignait, il ne le trouverait jamais dans ce terrain. La fille disparaîtrait dans le même cauchemar qui avait revendiqué tant d'autres. Puis Eva vit quelque chose qui changea le calcul. La prise du commandant sur l'épaule de la fille. Il ne l'utilisait pas juste comme bouclier. Sa main était positionnée exactement sur le point de pression où l'épaule rejoignait le cou. Une prise de contrôle conçue pour causer de la douleur et de la soumission. S'il l'avait simplement traînée, sa prise aurait été sur son bras ou ses vêtements. Cette position de main signifiait quelque chose. Cela signifiait qu'il s'attendait à de la résistance. Cela signifiait qu'il était prêt à lui faire mal si elle essayait de s'échapper. Et cela signifiait qu'Eva avait une cible qui n'était pas le corps de la fille. « Commandante, je prends le tir. Transmit Ava. Négatif. Tenez-vous-en. » Mais Eva pressait déjà la détente. La balle voyagea 890 mètres à travers la neige qui tombait, à travers les branches de pink, à travers un air qui semblait déterminé à la dévier de sa course. Elle frappa exactement où Eva avait visé, le poignet droit du commandant taliban, où sa main agrippait l'épaule de la fille. L'impact brisa l'os. La main du commandant relâcha involontairement, et la fille se laissa immédiatement tomber et roula au loin, juste comme Eva avait parié qu'elle le ferait. Les gardes du corps, pris par surprise, se tournèrent vers la menace. Engagement des cibles secondaires, dit Eva calmement, suivant déjà le premier garde. 2 tirs de plus, 2 touches. Les gardes tombèrent. Le commandant était à genoux,
serrant son poignet brisé, hurlant de douleur et de rage. Rodriguez l'atteignit secondes plus tard, le sécurisant avec des liens zip. La petite fille fut mise en sécurité par Chen, qui l'enveloppa dans sa veste et la porta vers le point d'extraction. La voix de Blake arriva par radio, tendue d'émotion. Sierra 7. C'était soit le meilleur tir que j'ai jamais vu, soit le plus chanceux. Je ne sais vraiment pas lequel, ni l'un ni l'autre. Monsieur, répondit Eva calmement. C'était le tir nécessaire. Le Chinook descendit à travers le blizzard 20 minutes plus tard, ses rotors fouettant la neige en un vortex aveuglant. L'équipe SEAL chargea rapidement. Harmon, la fille afghane sauvée, le blessé Martinez et le commandant taliban capturé. Alors qu'ils se préparaient à embarquer, Blake approcha Eva. Elle démontait son fusil avec des doigts engourdis, le préparant pour le transport. Ce tir au poignet, dit-il. Comment saviez-vous que la fille se laisserait tomber? Je ne le savais pas avec certitude, admet Eva. Mais j'ai vu comment il la tenait. C'est une prise de conformité douloureuse. Quand vous brisez l'os, la prise relâche involontairement. Le corps humain ne peut maintenir la tension musculaire à travers ce genre de traumatisme. Je pariais qu'elle aurait l'instinct de s'éloigner du danger. Et si vous aviez manqué de 5 cm? Je n'ai pas manqué. Blake l'étudia dans l'obscurité. Votre dossier dit que vous avez 15 ans. Il ne dit pas que vous êtes l'un des meilleurs snipers avec qui j'ai travaillé. Ava finit de remonter le fusil. Le dossier ne dit pas non plus que mon père est mort lors d'une mission exactement comme celle-ci. L'an dernier à Noël, il assurait la surveillance pour une équipe SEAL au Yémen. La compréhension illumina le visage de Blake. Sergent-chef David Reyes. Il a sauvé 11 opérateurs dans cet échange de tirs. Oui, et je n'allais pas vous laisser devenir la 12e victime qu'il n'a pas pu empêcher. Les autres SEALs s'étaient rassemblés autour. Écoutant, Jackson s'avança, sortant quelque chose de son gilet. C'était un écusson du SEAL Team 7, celui qu'ils portaient sur leurs épaules droites. Gaminet, les règlements disent que nous ne pouvons pas vous le donner officiellement, dit-il. Mais officieusement, vous l'avez gagné ce soir, 12 tués confirmés, 0 pertes amies. C'est un ratio meilleur que ce que la plupart d'entre nous atteignent en une carrière. Il pressa l'écusson dans sa main, un par un. Les autres SEALs s'avancèrent, offrant chacun un mot de respect, une poignée de main, un hochement de tête. Eva sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, un mur qu'elle avait construit autour de son chagrin, de sa colère, de sa solitude. Des larmes chaudes coulèrent sur ses joues gelées. Mon père disait que les snipers ne pleurent pas, murmura-t-elle. Votre père avait tort sur ça, dit Blake doucement. Les meilleurs le font. Ça signifie qu'ils se souviennent que chaque pression de détente compte, que chaque vie, y compris celle qu'ils prennent, a du poids. Chen émergea du Chinook, portant la petite fille afghane qui avait été examinée par le médecin de l'équipe. Elle était effrayée mais indemne. Elle n'arrête pas de demander qui l'a sauvée, dit Chen. Je lui ai dit un ange dans la neige. La fille regarda Eva et sourit malgré tout ce qu'elle avait traversé. Ava lui rendit son sourire, se demandant si son père avait ressenti cela après avoir sauvé ses 11 SEALs. Ce mélange étrange d'épuisement et de but, de chagrin et d'espoir. Alors qu'ils embarquaient dans l'hélicoptère, Rodriguez s'assit à côté d'Eva. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous retournez au lycée et prétendez avoir passé les vacances de Noël à faire des trucs d'ados normaux. Je ne sais pas, admet Eva. La CIA ne m'a pas dit ce qui suit. Eh bien, quand vous aurez 18 ans, si vous voulez une place parmi nous, la porte est ouverte. Nous pourrions utiliser quelqu'un avec vos compétences. Bon sang, nous pourrions utiliser quelqu'un avec vos instincts. Le Chinook décolla, virant loin du complexe. En dessous, la neige couvrait déjà leurs traces, effaçant les preuves de la violence de la nuit. Au matin, le champ de bataille paraîtrait immaculé à nouveau, comme si rien ne s'était passé. Mais Ava s'en souviendrait. Elle se souviendrait de chaque tir, de chaque décision, de chaque vie sauvée et prise. Alors qu'ils volaient dans l'obscurité du matin de Noël, se dirigeant vers la base, Eva sortit le miroir de son père. Sa surface rayée reflétait son propre visage, plus vieux d'une certaine manière qu'il ne l'était 12 heures plus tôt. Je les ai gardés en sécurité. Peppa, murmura-t-elle. Juste comme tu me l'as appris? L'équipe SEAL était silencieuse autour d'elle. Chaque homme perdu dans ses propres pensées. Le combat faisait cela. Il vous forçait à l'intérieur, vous faisait affronter qui vous étiez et ce que vous aviez fait. Mais il y avait aussi une camaraderie dans ce silence, une compréhension partagée qui n'avait pas besoin de mots.
Jackson brisa le calme avec une question. Sierra 7. Quel était votre tir le plus long ce soir? 34 mètres, répondit Eva. Le contre-sniper sur la crête nord-ouest, dans un blizzard avec des rafales de vent jusqu'à 30 km/h. Il secoua la tête avec incrédulité. Ça ne devrait pas être possible. Mon père disait que l'impossible est juste le possible qui n'a pas encore été fait. Blake la regarda pensivement. Votre père vous a bien entraîné, mais il vous a donné quelque chose de plus important que des compétences. Il vous a donné du jugement. Vous saviez quand prendre le tir et quand retenir le feu. C'est ce qui sépare les bons snipers des grands. J'ai presque tué cette petite fille, dit Eva calmement. Si le vent avait changé, si mes calculs avaient été décalés de quelques centimètres, mais ils ne l'étaient pas. Vous avez pris la bonne décision sous une pression impossible. Ça prend du courage. Ou de la folie, ajouta Jackson avec un léger sourire. Probablement les deux. La tension se brisa et un rire fatigué parcourut la cabine. Même Eva sourit. Bien que ses mains tremblaient encore légèrement, alors que l'adrénaline s'évacuait de son système. L'aube se levait sur l'aérodrome de Bagram quand ils atterrirent. Le ciel du matin de Noël était clair. Un contraste net avec le blizzard qu'ils avaient laissé derrière dans les montagnes. Les équipes au sol se précipitèrent pour rencontrer l'hélicoptère. Le personnel médical prêt à traiter les blessés. Alors qu'ils débarquaient, une figure en civil approcha. Eva le reconnut immédiatement. Thomas Crawford, son référent à la CIA. « Joyeux Noël », dit-il sèchement. « J'entends que vous avez fait forte impression. » « La mission a réussi », répondit Eva, revenant à un langage formel. Crawford jeta un œil à l'équipe SEAL qui était débriefée par leur état-major. Blake a envoyé des rapports préliminaires. 12 tués confirmés, un otage sauvé, une cible de haute valeur capturée, 0 pertes amies. Les hauts gradés sont très satisfaits. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant. Crawford l'étudia attentivement. Maintenant, vous rentrez à la maison, en Virginie, pour être une ado de 15 ans pendant un moment. Je ne suis plus une ado, dit Eva. Non, convainc Crawford. Vous ne l'êtes pas, mais vous méritez une chance de l'être. Au moins pour un peu plus longtemps. L'agence sera là quand vous serez prête à revenir. Blake approcha, ayant fini son débrief. Monsieur Crawford, j'aimerais vous parler des options de déploiement futur de Sierra 7. Elle a 15 ans, rappela Crawford. Je sais, mais âge mis à part, c'est l'un des snipers les plus naturellement doués que j'ai rencontrés en 20 ans d'opérations spéciales. Ses instincts sont remarquables, ses compétences exceptionnelles, et son jugement sous pression est meilleur que celui d'opérateur 2 fois son âge. Crawford regarda Eva. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Continuez ça. Eva pensa à son père, aux 11 hommes qu'il avait sauvés, à la petite fille afghane qui lui avait souri malgré tout, à l'écusson du SEAL Team 7 maintenant rangé dans sa poche. Mon père disait que le talent sans but n'est que du potentiel, dit-elle. Il m'a donné le talent. Ce soir, j'ai trouvé le but. Ce n'est pas vraiment une réponse, observa Crawford. Ça l'est, intervint Blake. Elle dit qu'elle veut continuer, et je dis que la communauté des opérations spéciales serait honorée de la voir. Crawford soupira. Vous comprenez les complications? Commandante, les problèmes légaux, les préoccupations éthiques, le fait qu'elle est censée être au lycée. Je comprends qu'elle a sauvé 11 vies américaines ce soir, dit Blake fermement. Je comprends que sans elle, nous chargerions des sacs mortuaires. Au lieu de célébrer une mission réussie, l'âge n'est qu'un nombre. La capacité est ce qui compte. J'aurais besoin d'en discuter avec l'anglais, dit Crawford. Pour l'instant, Eva, vous rentrez à la maison, nous verrons le reste plus tard. Alors que Crawford s'éloignait, Blake se tourna vers Eva. Ne laissez pas les bureaucrates tuer votre carrière avant qu'elle ne commence. Ce que vous avez fait ce soir compte. Vous comptez. Merci, monsieur. Une chose de plus. Blake sortit son téléphone satellite et lui montra l'écran. Rapport officiel après action. Je vous liste par indicatif seulement. Sierra 7. Pour protéger votre identité, mais je veux que vous voyiez ce que j'ai écrit. Ava lut le texte. Actif Sierra 7 a fourni un soutien de tir de précision à longue portée dans des conditions extrêmes. 12 ennemis KIA confirmés. Multiples menaces neutralisées à des distances dépassant 1100 mètres dans des conditions de blizzard. Ces actions ont directement résulté en 0 pertes amies et achèvement réussi de la mission. Cet opérateur a démontré des compétences
et un jugement équivalent ou supérieur à nos snipers les plus expérimentés, recommandation la plus haute pour des opérations futures. Je n'écris pas des rapports comme ça à la légère, dit Blake. Vous avez mérité chaque mot. L'équipe SEAL se préparait à partir vers leur baraquement. Alors qu'ils passaient, chaque opérateur s'arrêta pour reconnaître Eva. Certains lui serrèrent la main, d'autres hochèrent juste la tête. Mais le respect était clair et sincère. Jackson fut le dernier. Hey, Sierra 7, une question. Ce truc du miroir que vous avez utilisé sur le contre-sniper, où l'avez-vous appris? Mon père, dit Eva. C'était sa technique. David Reyes, dit Jackson. Reconnaissance dans la voix? J'ai entendu des histoires sur lui. On disait qu'il pouvait faire faire à un fusil des choses impossibles. Il le pouvait. On dirait que vous avez hérité de plus que ses compétences. Vous avez aussi son cœur? Jackson la salua. Un salut militaire formel qui reconnaissait une camarade guerrière. C'était un honneur de servir avec vous. Alors que l'équipe partait, Ava se tenait seule sur le tarmac, regardant le soleil se lever sur les montagnes. Quelque part dans ses pics, la neige tombait encore sur un complexe abandonné, sur des douilles usées et des taches de sang. L'endroit où elle avait appris que l'entraînement de son père n'était pas juste sur le tir, c'était sur la protection, le sacrifice, faire les choses dures quand des vies en dépendaient. Le bureau du Pentagone était étonnamment modeste. Eva s'attendait à quelque chose de grandiose, mais la pièce où elle s'assit avec Crawford était juste un autre espace gouvernemental. Lumière fluorescente, bureau métallique, drapeau américain dans le coin. En face d'eux étaient assis 2 généraux et un colonel, tous étudiant un dossier classifié avec son nom dessus. C'est sans précédent, dit le général Morrison. Nous n'employons pas des ados de 15 ans dans des opérations de combat. Nous venons de le faire, répondit Crawford. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. Les résultats sont légalement problématiques. Si cela devenait public, le contre-coup serait sévère. Alors nous ne le rendons pas public. Blake avait été invité à cette réunion spécifiquement pour plaider en faveur du service continu d'Eva. Sierra 7 reste un actif classifié. Son identité reste protégée, mais nous ne mettons pas de côté quelqu'un avec ses capacités par malaise bureaucratique. Le général Morrison se tourna vers Eva. Mademoiselle Reyes, comprenez-vous ce qui est discuté ici? Nous parlons de vous mettre en danger répété, de vous demander de prendre des vies, d'attendre de vous des décisions que des soldats entraînés 2 fois votre âge peinent à prendre. Oui, monsieur, dit Eva, je comprends. Et vous voulez continuer? Eva choisit ses mots avec soin. Mon père m'a appris que tout le monde a des dons. Certains sont doués en musique, en mathématiques ou en art. Je suis douée pour ça. Et j'ai vu ce qui se passe quand les gens avec des dons ne les utilisent pas. Des bonnes personnes meurent qui auraient pu vivre. Vous avez 15 ans? Répéta le général, comme si le dire assez de fois ferait disparaître le problème. Je suis aussi la raison pour laquelle 11 Américains et une enfant afghane sont rentrés vivants à Noël, dit Eva calmement. L'âge n'importait pas sur cette montagne. La capacité, oui. La pièce tomba dans le silence. Finalement, le général Morrison ferma le dossier. Je vais faire une recommandation qui mettra probablement fin à ma carrière. Je pense que nous établissons une catégorie spéciale pour Sierra 7. Déploiement opérationnel limité. Supervision extensive. Évaluation psychologique requise tous les 60 jours. Et si à tout moment nous déterminons que cela lui nuit, nous la retirons immédiatement. D'accord? Les autres officiers hochèrent la tête. Mademoiselle Reyes, continua Morrison. Vous continuerez vos études. Vous maintiendrez une identité de couverture comme une ado normale. Mais quand nous aurons besoin de quelqu'un avec votre ensemble de compétences spécifiques, dans des situations où des opérateurs conventionnels ne peuvent être employés, vous serez disponible. Pouvez-vous vivre avec cette double vie? Je la vis depuis 6 mois, monsieur. Alors, bienvenue dans le programme le plus classifié du département de la Défense. Officiellement, vous n'existez pas. Officieusement, vous pourriez être l'un de nos actifs les plus précieux. Alors qu'ils quittèrent le Pentagone, Blake marcha avec Eva jusqu'à la voiture qui attendait. Ça s'est mieux passé que prévu, admit-il. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Demanda Eva. Maintenant. Vous retournez à l'école? Vous passez vos tests? Vous faites des trucs d'ados normaux? Et quand nous aurons besoin de vous? Crawford appellera. Ce sera vous à nouveau? SEAL Team 7. Blake sourit. J'espère. Vous portez chance. Et dans notre métier, nous prenons toute la chance que nous pouvons avoir. Ils se serrèrent la main.
La poigne de Blake était ferme, respectueuse, la poignée de main d'un professionnel à un autre. Votre père serait fier, dit-il, pas juste de votre tir, mais de votre caractère. Vous avez fait des choix durs avec grâce. C'est rare à tout âge. Après son départ, Crawford conduisit Eva à l'aéroport. Son vol pour la Virginie décollerait dans 2 heures. Vous devriez savoir, dit Crawford, la petite fille que vous avez sauvée, elle s'appelle Zara. Elle est relocalisée dans une maison sûre à Kaboul grâce à vous. Elle a un avenir et le commandant taliban est actuellement interrogé. Les renseignements qu'il fournit sauveront beaucoup de vies. Donc, en un sens, votre tir a fait plus que sauver une fille. Il a lancé une réaction en chaîne qui se joue encore. À l'aéroport, Crawford lui tendit un téléphone. Nouveau numéro. Sécurisé. Seules 3 personnes l'ont. Moi. Blake. Et votre contact à l'agence. Gardez-le chargé. Quand nous aurons besoin de vous, ce sera rapide. Je comprends. Une chose de plus. Il sortit une petite boîte. Ça est arrivé hier du SEAL Team 7. À l'intérieur se trouvait une pièce de défi. Un disque métallique avec le trident des SEAL d'un côté et de l'autre gravé Sierra 7. Noël 2024. 0 perte. Ava sentit les larmes menacer à nouveau. Elle les cligna. Il ne donne pas ça à n'importe qui, dit Crawford. Vous faites partie de la fraternité maintenant. Que vous ayez 15 ou 50 ans, le printemps était arrivé en Virginie. Ava était assise dans sa classe de chimie au lycée, prenant des notes sur les liaisons moléculaires, essayant de se concentrer sur les configurations électroniques quand son esprit dérivait vers les calculs de dérive et les trajectoires de balles. Son téléphone vibra. Un texto d'un numéro inconnu, mais elle reconnut le code. Prévision météo claire. Planification d'un camping. Intéressée, Blake. Une autre mission? Elle répondit. Quand et où? Rencontrez votre ami Thomas ce soir? Il aura les détails. Eva effaça les messages comme elle avait été entraînée à le faire. Autour d'elle, ses camarades de classe gossipaient sur les rencarts de bal et les candidatures universitaires. Des préoccupations normales pour des ados normaux. Elle n'était plus normale. Peut-être ne l'avait-elle jamais été. Ce soir-là, Crawford la briefa sur la nouvelle mission, une situation d'otage en Somalie. Plusieurs travailleurs humanitaires américains détenus par un groupe militant. Terrain difficile. Opération de sauvetage à haut risque. L'équipe SEAL 7 vous a spécifiquement demandé, dit Crawford. Blake dit que vous portez chance. Quand est-ce que je pars? Demain. Mais ça va. Crawford hésita. Le rapport du psychologue est revenu. Elle dit que vous gérez tout remarquablement bien, mais elle s'inquiète de l'impact à long terme. Vous traitez un traumatisme qui briserait la plupart des adultes. Je vais bien, dit Eva automatiquement. Vraiment? Ava pensa à la question honnêtement. Était-elle bien? Elle avait encore des cauchemars sur ce tir au commandant taliban. Sur la petite fille, qui aurait pu mourir si sa visée avait été décalée de quelques centimètres, sur les 12 hommes qu'elle avait tués à Noël. Mais elle pensait aussi à Zara, en sécurité maintenant grâce à ce qu'elle avait fait, aux SEAL qui étaient rentrés chez leur famille, à son père qui lui avait appris que protéger les autres était la vocation la plus haute à laquelle quiconque pouvait aspirer. Je ne vais pas bien, admit-elle, mais je fais quelque chose qui compte. C'est mieux que bien. Crawford l'étudia longuement. Vous êtes sage au-delà de vos années. J'espère juste que le coût de cette sagesse n'est pas trop élevé. Mon père a payé le coût ultime. Je peux gérer le moindre. Le lendemain matin, Ava était dans un transport militaire en direction de Djibouti. De là, elle rejoindrait le SEAL Team 7 pour la planification de la mission. Une autre opération, une autre chance d'utiliser ses dons pour protéger des vies. Alors que l'avion montait à travers les nuages, elle sortit le miroir de son père. Sa surface rayée attrapa la lumière du soleil streaming par la fenêtre, toujours en train de les garder en sécurité. « Papa », murmura-t-elle. Une mission à la fois. Dans sa poche, la pièce de défi des SEALs pressait contre sa jambe. Un rappel qu'elle n'était pas seule dans cette vie étrange qu'elle avait choisie. Elle avait des frères maintenant, des opérateurs qui se tiendraient à ses côtés quand cela compterait le plus. L'avion se stabilisa à l'altitude de croisière. Eva ouvrit son briefing de mission et commença à étudier les cartes du terrain de Somalie. Quelque part devant, des Américains avaient besoin d'aide. Et elle serait là pour la fournir, parce que c'est ce que font les snipers. Ils veillent sur les autres de loin, prenant les tirs que personne d'autre ne peut prendre, faisant les sacrifices que personne d'autre ne peut faire. Son père lui avait appris cela.
Et sur une montagne enneigée de Noël en Afghanistan, elle avait prouvé qu'elle avait bien appris la leçon. 3 ans plus tard, pour son 18e anniversaire, Ava Reyes reçut une lettre officielle du département de la Défense. Le texte était bref. Votre service à la nation a été exemplaire. Quand vous serez prête, si vous voulez une place parmi nous, elle est à vous. Nous serions honorés de vous avoir. Elle était signée par les commandants du SEAL Team 7, de la Delta Force et de la Division des activités spéciales de la CIA. Eva lut la lettre dans sa chambre de dortoir à l'université de Georgetown, où elle étudiait les relations internationales et maintenait un parfait 4. Dear. Pour ses camarades, elle était juste une autre étudiante ambitieuse. Ils n'avaient aucune idée qu'elle avait complété 17 missions classifiées au cours des 3 dernières années ou que son indicatif était connu dans toute la communauté des opérations spéciales. Elle ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit 3 objets, le miroir de son père, la pièce de défi des SEALs, et une photographie d'une petite fille afghane nommée Zara, souriant, alors qu'elle commençait son premier jour d'école à Kaboul. La lettre demandait si elle voulait une place parmi eux. Elle n'avait jamais quitté. Ava prit son téléphone et composa le numéro de Blake. « Monsieur, ici Sierra 7. Je suis prête pour un service à temps plein, à l'autre bout. » Elle pouvait entendre le sourire dans la voix de Blake. « Bienvenue à la maison. Opérateur, nous vous attendions. » La plus jeune sniper de l'histoire militaire américaine venait officiellement de s'enrôler. Yay, nay. We don't seem excited, so I'm going to take that as not good, actually. Luck of the sea. Luck of the sea. Or fishing, one presumes. Unbreaking or mending. Alright. I can do that. Ooh, ooh. Sweeping edge. I guess I could make more librarians, yes? Looting? What if these seem pirate related? If I wanted to become a pirate, the librarian has my back. Depth Strider. What does that even mean? Depth Strider. Stride at depth? Go on. Punch. I'm gonna shoot a big punch. Make it fast in water. Oh, how exciting, how fun. It's right there, dog. Yeah, thanks. Projectile protection. Also handy at the high sea. So I am attacked by pistols or cannon fire. I watched Hook last night, actually. Good movie, yeah? God, practical effects, truly, are king. The sets in that movie, yeah? The pirate ship, the bay, yeah? It's so gorgeous. Ew. Ew. So you can... Ooh. Ew. I'm sure I was talking to the right person. Disgusting. You're going back of your own... No, you're going to the town square because you're idiots. That's fine. That's fine. I'll just piss off and do my own things. Yeah. Oh, I could trade some coal real quick with you. That would make sense. I mean, let's be real. Everything in Minecraft is just... It's a bit of a process. That's the grind, baby.
Alright, are you useful? Fortune 3, huh? How do we feel about Fortune 3? And then we're back to Iron Emeralds, lovely. We like Fortune? Think a person is home. I think I hear the dulcet tones of TikTok in the background. Yeah. God, I'm so rich! I'm so rich! I do like getting more stuff. All the time I'm saying how much I love stuff. Yum yum stuff, I say. The librarian's trying to sleep, please. Linford, oh, you're joking. You're joking. Talking about the tickety tock clocks and the instant grannies? Man, I want some instant grannies. I need the love and care of an older woman in my life. Is that sad to admit? I need an old woman to show me the way. We could just make some more lecterns. We like Fortune. Ooh. I'm so focused on the Fortune. My bad, my bad. Book. No.